Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau débat qui va vous éclairer sur les enjeux liés à l'enseignement et ils sont nombreux, on ne pourra pas les aborder tous. Les 6 candidats sur le plateau débattront, s'opposeront peut-être, entre autres sur l'avenir du décret inscription ou sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter le redoublement. Avant de leur donner la parole, je vous propose de retrouver Michel Gaillard, toute la journée à bord de notre caravane passive. Il était sur le campus de l'ULB et les étudiants qu'il a rencontrés ont un regard plutôt critique sur la qualité de l'enseignement. Je vous propose de l'écouter. Les jeunes que nous avons rencontrés aujourd'hui à Bruxelles, qu'ils soient en secondaire ou à l'université, ont un avis très argumenté sur l'enseignement. Ils estiment par exemple que l'échec scolaire et le redoublement n'est pas toujours une bonne chose. Et puis les cours qu'ils suivent en secondaire, ils se demandent si vraiment ils leur servent à quelque chose, s'ils les préparent, que ce soit pour le marché de l'emploi ou pour les études supérieures. Ils trouvent aussi que les différences sociales se ressentent sur les résultats scolaires. La réponse du pouvoir politique, c'est le pacte pour un enseignement d'excellence et le fameux tronc commun, des réformes lourdes et qui font aussi débat. Voilà, ils feront débat sur ce plateau, on l'imagine. C'est donc un tirage au sort, comme d'habitude, qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Jean-Pierre Kerkhoffs, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes 3e sur la liste PTB. 5e. Oui, effectivement, c'est noté sur ma petite feuille. Donc 5e sur la liste PTB. Un mot sur ce tronc commun qui est une réforme très importante. Quand je lis votre programme, ce tronc commun, vous voulez l'allonger jusqu'à 16 ans. Pourquoi ? C'est ça, jusqu'à la fin de la 4e secondaire. Maintenant, nous sommes les premiers à dire que le fait de déjà le faire jusqu'à 15 ans, c'est évidemment un pas dans la bonne direction. Pourquoi le tronc commun ? Deux choses. D'abord, c'est une manière de lutter contre les inégalités. Nous sommes dans un système éducatif qui est très inégalitaire. En Belgique francophone, nous sommes quasiment, c'est terrible à dire, mais recordman toute catégorie. Et donc, il a été montré clairement que là où un tronc commun de longue durée existait, là où les choix doivent se faire plus tard, c'est une manière de lutter contre les inégalités. Donc c'est un premier point pour lesquels nous sommes favorables au tronc commun. Et le deuxième, c'est le fait que nous estimons que tous les élèves sont des futurs citoyens et pas seulement des gens qui vont avoir tel ou tel métier. Et donc nous pensons que il y a énormément d'enjeux dans la société actuelle et que donc pour former des citoyens, il y a une formation générale en histoire, en sciences, mais aussi en technologie, etc. Une formation artistique qui est importante. Donc sur ce point-là, nous n'avons pas de problème avec le principe du tronc commun, mais nous considérons malheureusement que les conditions de sa réussite ne sont pas toutes... Ça, on aura l'occasion d'en débattre dans un instant. Delphine Chabert, bonsoir. Bonsoir. Alors je ne vais pas me tromper, vous êtes 4e sur la liste PS. Et quand on parle de tronc commun, vous parlez dans votre programme d'un tronc commun pluridisciplinaire. Vous entendez quoi par là très concrètement ? Pluridisciplinaire et polytechnique. L'idée, c'est que chaque enfant a une formation de base, mais pas une formation de base théorique et générale sur des disciplines assez classiques, mais que chaque enfant, chaque élève puisse avoir l'occasion de développer ses multiplicités d'intelligence et de compétences. Et donc, ça passera par l'apprentissage de choses très concrètes, très techniques, artistiques, culturelles. C'est pour ça qu'on insiste sur le côté polytechnique. Chaque enfant jusqu'à 15 ans aura l'occasion de pouvoir s'expérimenter sur différentes choses et aura l'occasion de voir en quoi il est plus à l'aise ou pas, ce qu'il aura envie de faire ou pas, et ce qui évitera aussi d'avoir cette guerre de triage très très vite où des enfants sont relégués dans des filières dites de moins grande qualité, ce qui n'est pas le cas, mais qui est souvent un non-choix par rapport aux élèves. Et donc ce tronc polytechnique, c'est en effet lutter contre les inégalités, ça a été dit, mais surtout permettre à chaque élève, y compris ceux qui de toute manière étaient destinés à la filière générale, de pouvoir s'expérimenter à d'autres types de savoirs et de compétences. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On attend de chaque élève et de chaque jeune qu'il soit formé à différentes choses et pas que un savoir technique et abstrait. Alors Gaëtan Van Guatsenoven, bonsoir. Vous aussi, vous êtes 4e sur la liste MR et vous êtes le seul finalement ici, quand on prend l'ensemble des programmes, à être opposé à cet allongement du tronc commun. Pourquoi ?
parce qu'il y a un risque d'accroissement du décrochage scolaire, puisque toute une série d'élèves qui n'aspirent qu'à s'orienter vers un métier devront effectivement attendre l'âge de 15 ans pour pouvoir s'orienter dans cette direction, ce qui va évidemment leur faire perdre du temps. Il y a aussi le risque évidemment de la baisse du niveau dans les écoles, puisque d'une part pour les élèves qui doivent s'orienter vers le technique ou le professionnel vont perdre un an, mais pour ceux qui s'orientent vers le général, ils vont être amenés à suivre toute une série d'apprentissages sans doute intéressants, mais qui vont rogner sur les connaissances de base, les mathématiques, le français. Or, on le sait, dans l'enseignement de la communauté française, ces maîtrises de base sont absolument essentielles et font gravement défaut. Alors, c'est à vous maintenant, Véronique Lefranc. Bonsoir, vous êtes troisième de la liste CDH. Alors, on le voit, hein, vous aussi, évidemment, vous êtes favorable à ce tronc commun puisque c'est un projet de la ministre CDH. Mais on voit que c'est une réforme profonde. Comment la mettre en œuvre ? C'est-à-dire que comme vous l'avez dit, avec le pacte d'excellence, on est face à un projet inédit dans l'histoire de l'enseignement en Belgique, puisque c'est un projet qui a permis la consultation de plus de 7500 acteurs pour finalement se poser à un moment donné, réfléchir, voir tous les acteurs et proposer justement un enseignement qui tire vers le haut. Le tronc commun est une des mesures, et donc dans cette mesure, il y a pas mal de choses qui sont prévues. D'abord en termes de connaissances, en termes de maîtrise et de compétences, et de tirer vers le haut le plus loin possible et préparer finalement les élèves à être acteurs demain dans un monde où il y a énormément de défis, de connaissances multidisciplinaires dont il faut maîtriser aussi bien sur la question du numérique, mais on est aussi face à une culture générale beaucoup plus grande, beaucoup plus large et le plus loin possible. Donc je pense que le tronc commun va y répondre, et bien évidemment, à côté de cela, il y a des mesures qui sont prises pour encadrer. Et encadrer, c'est prévoir notamment 2 heures de remédiation dans ce cursus qui va pouvoir accompagner, justement on parlera du redoublement par la suite, mais il est important aussi de voir de quelle manière ce tronc commun sera mis en place et l'accompagnement qui sera apporté justement pour lutter contre le redoublement ou contre le décrochage scolaire. Alors, Barbara Tract, bonsoir, vous êtes deuxième de liste écolo. Oui. Quand on voit l'ampleur de cette réforme, est-ce que vous avez, des craintes par rapport à la mise en œuvre de ce tronc commun qui va s'étaler jusqu'en 2028 hein ? Oui, absolument. J'ai certaines craintes par rapport aux décisions qui ont été prises par la majorité. Je pense en effet qu'il faut inscrire les enfants dans un parcours commun, les amener tous le plus loin possible et les amener à découvrir et à développer leurs différents talents. Et donc je m'inscris dans ce qui a été dit au sujet du caractère polytechnique, artistique et corporel. Je pense que c'est une bonne chose d'aller dans cette direction. Je pense néanmoins que dans le projet de la majorité, il y a eu des pas en arrière ou des négations par rapport à cet objectif. Hein. On souhaite que tous les enfants avancent au même rythme ensemble et en même temps on maintient au milieu de ce tronc commun une possibilité d'arrêter les enfants en maintenant ce CEB certificatif, à l'inverse de ce que les acteurs du pacte d'excellence demandaient. Donc là, on est dans une négation du projet lui-même, ce qui crée évidemment du brouillard et du fouillis. Et par ailleurs, puisque vous l'avez dit, on aura une entrée en vigueur qui sera extrêmement lente et une possibilité à chaque instant de revenir en arrière. Et donc ça, c'est une crainte dans notre chef importante, qu'effectivement, cette réforme ambitieuse du tronc commun soit arrêtée par des germes d'échecs qui sont inscrites au sein même de la réforme. Joël Maison, vous terminez donc cette première prise de parole. Vous êtes deuxième de la liste défis. Vous avez les mêmes craintes que Barbara Tract sur la mise en œuvre de cette réforme ? Oui, je partage certains de ces constats. Pour notre part, on est pour l'allongement de ce tronc commun et on est favorable à l'allongement de ce tronc commun, mais pour autant qu'on change radicalement la manière d'enseigner, de faire cours, de donner cours, en donnant du sens et en pratiquant beaucoup plus d'interdisciplinarité entre les matières et en instaurant effectivement une dimension artistique, technique, technologique, informatique aux apprentissages. Alors, la position du MR est tout à fait respectable, mais elle part du principe que finalement, on devient ce qu'on est et ce qu'on a toujours été. Or, je pense que si on a une personnalité ou si on a des aptitudes ou des chances au départ,
peut-être qu'en nous montrant autre chose, en nous montrant peut-être que si moi, on m'avait montré plus d'art, si j'avais pratiqué une discipline artistique, peut-être que si je m'étais frottée à la menuiserie, par exemple, je n'aurais pas décidé de faire le droit et j'aurais décidé, par exemple, de réaliser et vous ne seriez un film. Pas avec nous ce soir. Et je ne serais peut-être pas avec vous. Peut-être que si. Oui. Peut-être serais-je devenue la nouvelle David Lynch. Voilà. Le malheur ne vient jamais seul. Alors justement, par rapport à ça, Delphine Chabert, risque de décrochage scolaire, risque de baisse du niveau des études, vous répondez quoi ? Nous répondons que justement, c'est en ayant cette approche polytechnique, et comme ça a été dit très justement, c'est une vision complètement différente d'organiser l'enseignement. Et donc, on va permettre à chaque enfant d'avoir un suivi individualisé, d'avoir une remédiation au fur et à mesure par rapport à ces évolutions dans différents cours. Et donc, la baisse du niveau des études, vous avez... Non, puisqu'il va y avoir un système où il y aura une remédiation qui sera permanente, un suivi individualisé, des heures d'études dirigées en plus, individualisées, qui vont permettre aux enfants de beaucoup moins décrocher, ce qui va nous permettre aussi de faire réduire considérablement le taux de redoublement, qui est un des plus grands drames de notre système. On va en parler. On aura l'occasion d'en reparler. Alors ça vous convainc, cette explication ? Non, pas du tout, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sont les savoirs de base qui sont quand même rognés, les mathématiques, le français. Or, voilà, partout où les enquêtes sont menées, on voit bien que c'est un point faible, je dirais, spécifique évidemment de notre enseignement en communauté française. Cette idée de mettre du latin pendant 2 ans, c'est saugrenu aussi. Donc je comprends les bonnes intentions, mais vous ne vivez pas dans le monde réel au travers de cette approche. J'ai le bonheur effectivement de vivre dans une commune populaire et très sincèrement, je vois que votre réforme part parfois de bonnes intentions. Malheureusement, le décrochage, il aura lieu et tout ce que vous promettez en termes de remédiation ne permettra pas de combler les lacunes sur les savoirs de base qui sont d'ores et déjà effectivement l'une des faiblesses. Alors, savoir de base rogné, non, tout à fait, pas du tout. Je ne partage pas du tout votre avis. Tout d'abord, qu'est-ce qui est prévu dans cette réforme ? Un référentiel beaucoup plus clair, année par année. Ce qui est aussi prévu, un chiffre, je pense, qui est important quand vous faites un rapprochement par rapport au redoublement. Il faut savoir que le taux de redoublement le plus élevé dans un cursus, c'est celui des 3e secondaires. Ça signifie quoi ? C'est-à-dire que l'orientation qui a été proposée en 3e secondaire n'est pas bonne. Donc, il y a quelque part, à un moment donné, il faut être prêt à pouvoir choisir ses options et le faire le plus tôt possible. C'est livrer finalement une responsabilité sur les épaules des parents et sur les épaules des élèves. Et c'est ne pas permettre aussi d'accéder à certaines connaissances. Comme on l'a dit tout à l'heure, ici, nous sommes face à une formation qui est très complète, qui est pluridisciplinaire, qui finalement est une réforme qui vient revoir tous les référentiels. Et donc, la formation permettra justement un accompagnement qui est personnalisé. Aujourd'hui, dans la grue, quand on fait un accompagnement ou une remédiation, on le fait après les heures d'école. Ici, ça ne sera pas proposé après les heures d'école. C'est inclus dans la grille d'horaire. Investir aussi dans les écoles techniques et professionnelles. Ça aussi, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est d'ailleurs de réduire un certain nombre de coûts. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez 2 heures de remédiation qui sont inclus dans la grille horaire. Là, excusez-moi qu'on est en train de dire, parce qu'on dit de tout, on dit des fantasmes sur le tronc commun. On dit tout et n'importe quoi. Il faut dire réellement ce qui contient ce programme. Et ce programme est à l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. Justement, c'est une chance pour l'enseignement. Ouais. Alors Jean-Pierre Kerkhoff, vous vous disiez inquiet par rapport à la mise en œuvre de ce tronc commun. Est-ce que les profs sont prêts à cette petite révolution copernicienne ? Est-ce que ça, c'est une de vos sources d'inquiétude ? Je ne sais pas pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir formé les enseignants de manière directe à la mise en place du tronc commun. Est-ce qu'ils sont prêts ? Moi, je constate que certains de mes collègues, dont je suis dans le secondaire, je donne cours dans le secondaire, sont très inquiets de voir les différences de niveau entre élèves à la sortie du primaire et donc ça va être très difficile de les maintenir ensemble. Donc ça, je pense que c'est une inquiétude légitime. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas tant la mise en œuvre du tronc commun lui-même qui me pose problème que les conditions à côté qui ne seront, à mon avis, pas réunies pour le réussir efficacement, par exemple en termes de taille de classe, par exemple en termes de lutte contre la mixité sociale. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les thèmes qui suivent. Mais pour moi, ça c'est ma plus grande inquiétude. Ce n'est pas le tronc commun en tant que tel, mais est-ce que toutes les conditions seront mises en place pour vraiment
amener à ce qu'à la sortie de ce qu'on appelle le primaire actuel, les différences de niveau entre élèves soient beaucoup moins grandes que ce qu'elles sont. Alors maintenant. Barbara Trac, vous le dites dans votre programme que le pacte d'excellence n'a pas été assez négocié avec les professeurs. Donc ça vous inspire des inquiétudes sur la mise en œuvre d'une réforme fondamentale comme celle-là, celle du tronc commun? Oui, certainement. Mais je voudrais dire que les États qui pratiquent un parcours commun ou un tronc commun sont des États où les résultats sont meilleurs que ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au test PISA, les résultats sont meilleurs et ce sont aussi des États où il y a moins d'inégalités scolaires. Donc ce n'est pas une expérimentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se lancerait sans avoir réfléchi dans une réforme idéologique. Mais par rapport aux enseignants, précisément, je pense qu'il faut être vraiment clair. Et quand je lis dans une réforme qu'on souhaite aller dans une direction, mais qu'on prend un certain nombre de mesures qui vont dans la direction contraire, je dis qu'on envoie aux enseignants un discours qui est contradictoire et qui va les empêcher de bouger et de se lancer réellement dans cette réforme. Oui, Joël Maison. Je crois que pour qu'un élève réussisse, il faut qu'il ait confiance en lui. Je crois que pour qu'il ait confiance en lui, il faut que l'enseignant ait confiance également. Et aujourd'hui, les enseignants n'ont pas suffisamment confiance en cette réforme. Alors, par rapport à ce que disait Gaëtan Van Guatsenoeven, aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a un élève sur 2 à 15 ans qui a doublé. Aujourd'hui, les élèves décrochent de plus en plus et nos résultats sont assez alarmants en termes d'inégalité. Alors, tout ne va pas bien aujourd'hui dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il faut mettre d'abord le paquet sur l'apprentissage de la langue française dès l'école maternelle, de manière très intensive et même dès la crèche, et donner du lien, notamment faire des transitions cohérentes entre les crèches et l'enseignement maternel, entre l'enseignement maternel et le futur tronc commun. Et je pense qu'il faut aussi mettre le paquet sur une éducation à un esprit critique. Alors si vous le voulez bien... Oui, Aujourd'hui, la société a changé. La société est en pleine mutation et de façon exponentielle par rapport à avant. Je crois qu'on n'attend plus aujourd'hui, et les élèves n'attendent plus les mêmes choses qu'on attendait d'eux et qu'ils attendaient auparavant. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à un autre débat qui divise, c'est celui autour du décret inscription. Alors, faut-il l'adapter, l'abroger? Vous allez en débattre dans un instant, mais avant ça, je vous propose d'entendre le bref témoignage d'une maman. Son fils n'a pas eu la place dans son école du premier choix et elle se pose beaucoup de questions sur la pertinence de ce texte. Vous êtes dépossédé d'une décision que vous estimez légitime, c'est-à-dire le choix de l'école de votre enfant. Donc effectivement, à un moment donné, c'est un processus qui vous échappe et vous devez, par différents calculs, arriver à reprendre un peu possession de cette décision, donc c'est pas si simple. Alors Gaëtan Van Guatsenoeven, c'est le MR qui dans ce domaine aussi est le plus radical dans son programme. Vous voulez la suppression du décret actuel. C'est un zéro pointé pour vous, les effets de ce décret? Globalement, le témoignage de cette mère de famille est ce qu'on entend régulièrement. Ce décret inscription a semé une pagaille invraisemblable dans les familles. Ça a même un impact parfois sur la santé des enfants. La pression est énorme. Or, on remet en question la liberté du choix d'école, qui est quand même une liberté constitutionnelle. Et puis, il y a aussi, le choix d'une école devrait se tourner essentiellement autour du projet pédagogique. Ici, rien de tel. Donc, pour nous, c'est une réelle anomalie. C'est quelque chose qui nous heurte en tant que libéraux. Oui, les parents doivent pouvoir choisir le parcours pédagogique de leur enfant. Bien entendu, la suppression de ce décret inscription doit s'accompagner d'un certain nombre de mesures. Bien entendu, entre autres d'ailleurs, le fait de pouvoir réinvestir dans un certain nombre d'écoles qui sont aujourd'hui manifestement des errances où le nombre de places accessibles est encore très significatif. Donc oui, aujourd'hui, ce que les parents attendent de nous, c'est que nous puissions marquer le coup par rapport à ce décret inscription qui fait du mal aux familles. Alors, un décret qui fait du mal aux familles, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce décret, Delphine Chabert? Alors, qui fait du mal aux familles, je rappelle quand même que 9 enfants sur 10 ont la place qu'ils souhaitent, dont les parents souhaitent un peu moins à Bruxelles, c'est 78% à Bruxelles. Donc, qui font du mal aux familles. Si vous supprimez ce décret demain, alors là, ça va être vraiment l'enfer, puisque vous allez laisser la libre appréciation aux directions d'école de choisir qui ils souhaiteront inscrire dans leurs écoles. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a du tri, il y a de la sélection scolaire.
l'arbitraire, c'est ça que vous On va nous dites. retrouver à l'arbitraire, à l'opacité et au renforcement de la dualité. Si les critères sont clairs. Et au renforcement de la dualité de nos écoles. Alors il ne faut pas supprimer, par contre évidemment il faut revoir les critères on de n'a ce pas décret. réussi sous cette législature à se mettre d'accord, alors qu'on l'avait annoncé dans la dernière campagne électorale. Tout à fait. C'est extrêmement compliqué, donc il faut améliorer ce décret. Il faut revoir un peu les critères, il faut peut-être renforcer le critère du choix des parents et repondérer par rapport à ces questions géographiques et notamment prendre en compte le temps passé dans les transports en commun, puisqu'on prend en compte une distance, ce qui ne veut pas vraiment dire grand-chose, puisque ce qui compte, c'est le temps passé. Et donc, il faut revoir les critères. Mais en tout cas, le fond du problème, c'est quand même qu'il manque des écoles. Donc, la première chose à faire, c'est réinvestir pour avoir suffisamment de place et aussi travailler sur l'attractivité des écoles qui ne sont pas complètes, en travaillant sur la réhabilitation des bâtiments, en travaillant sur des projets pédagogiques, en travaillant sur une meilleure information des familles sur l'intérêt d'aller dans ces écoles. Et donc c'est un problème beaucoup plus complexe que ça, mais déjà, faisons des écoles en suffisance, des places en suffisance, renforçons l'attractivité et revoyons les critères qui posent problème. Alors Joël Maison, dans votre programme, vous dites qu'il faut modifier dans un premier temps le décret inscription et puis on abroge à partir du moment où il y a assez de places ici créées en région bruxelloise. On abroge, mais on garde une procédure unifiée avec un formulaire unique. Mais on abroge le texte actuel, j'ai bien lu dans votre programme. Et une période unique d'inscription. Aujourd'hui, en termes de qualité, de mixité, d'équité, le décret n'a pas rempli ses objectifs. Donc je m'étonne effectivement que la majorité qui se dit prêt à le modifier ne l'ait pas modifié pendant cette législature. Ils avaient 5 ans pour le faire. Effectivement, 90% des enfants sur toute la fédération ont la place de leur premier choix. Mais avec combien de stratégies aussi. La deuxième chose, 77% effectivement à Bruxelles, mais 90% des Belges sont contraires. 90% des Belges sont opposés à ce décret inscription. Alors il faut évidemment une procédure, mais il faut réviser les critères d'urgence. Il y a quelques critères qui sont absolument inacceptables. Le critère lié au domicile lié à l'école primaire. Le critère qui favorise les communes où il n'y a pas d'école secondaire dans la commune crée effectivement un désordre. Il faut effectivement tempérer le critère géographique. Je comprends très mal qu'on parle à la fois d'inégalité dans ces programmes et qu'on maintienne un critère géographique aussi puissant, alors que évidemment ce critère fait en sorte que les inégalités dans les quartiers soient reproduites de manière amplifiée encore dans l'école. Alors le critère géographique, c'est effectivement un point qu'il faut transformer, Barbara Tract. Oui, mais moi je pense que la première chose à faire pour répondre à la situation de cette dame qu'on a vue et de tous ceux et toutes celles qui ont peur pour l'inscription de leurs enfants en première secondaire, c'est de créer des places dans ces zones en tension et de créer des places qui sont attractives, qui sont désirables, avec des équipes pédagogiques. On a eu pendant cette législature, mais pas assez. Comme par exemple le P au pluriel, le P au pluriel que d'ailleurs BX1 a suivi de près l'année dernière. Ce sont des places qui ont été créées précisément au nord-ouest de Bruxelles, puisqu'on parle d'une zone géographique quand même très définie, où la tension est la plus forte, qui attire tous les élèves dans des projets pédagogiques vraiment innovants. On parle de pédagogie active en secondaire, et en plus d'un pouvoir organisateur qui allie à la fois l'université, plusieurs communes. Enfin, c'est un projet qui est tout à fait innovant et intéressant et qui, me semble-t-il, est la réponse, la première à apporter à ces difficultés-là, créer des places dans les zones en tension. Ensuite, le décret, effectivement, pour nous, il doit être conservé, mais il doit être révisé. Je n'ai pas du tout de tabou à parler de la révision, par exemple, de ces critères géographiques. Mais ce qui me semble important, c'est de pouvoir garantir une plus grande lisibilité pour les parents, qui puissent comprendre comment le décret fonctionne. Oui, parce que c'est très compliqué de calculer l'indice composite. Tous ceux qui ont essayé, ils sont un peu cassés les dents à un certain moment. Et également permettre à tous les élèves, quelle que soit l'école primaire dans laquelle ils sont, d'avoir la plus grande continuité possible entre leur école primaire, l'enseignement qu'ils ont reçu en primaire et l'enseignement qu'ils recevront en secondaire. Alors Véronique Lefranc, c'est vrai que finalement personne n'a l'air satisfait ici de ce décret inscription, même les partis de la majorité, et pourtant ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un changement de ces critères.
Qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer à l'avenir et qu'on arrivera à accorder ces violons sur les critères à changer? Alors, je pense tout d'abord que pendant cette législature, il y a eu énormément de choses qui ont été faites avec le pacte d'excellence. Mais par rapport à la question du décret d'inscription, il y a eu des tentatives de pouvoir trouver un consensus global, mais ça n'a pas été. Donc entre CDH et PS, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Non, avec les partis de l'opposition aussi, de venir avec des propositions. La seule chose étant... Non, mais attendez. Ce qui est important, d'abord, je crois qu'un élément, parce qu'on ne peut pas être démagogue vis-à-vis du décret inscription, c'est de se dire qu'il a quand même le mérite de permettre une transparence qui n'existait pas auparavant. Cette transparence, elle est dans la procédure, dans le processus d'inscription, c'est de 1. La deuxième des choses, on peut être très démagogue en se disant oui, mais en fait, effectivement, pour les critères, il y a des critères géographiques, il y a des critères pédagogiques. De quelle manière est-ce que, parce que même au sein du CDH, nous avons eu toute une réflexion de se dire s'il doit y avoir une modification, parce que autant que les partenaires autour de cette table, nous, on veut une modification, une amélioration qui soit faite, mais d'abord, définissons quel est le problème. C'est quoi le problème? C'est demain, vous voulez inscrire votre enfant dans une école qui a une capacité de 200 places et il y a 300 personnes qui veulent y être. Automatiquement, même le meilleur des décrets ne pourrait pas répondre à cette pénurie de 100 places. Donc, utilisons les termes et arrêtons d'être démagogues vis-à-vis d'un processus qui s'est voulu égalitaire en amont. Ça, c'est déjà la première. La deuxième des choses, c'est de se dire, effectivement, il y a une pénurie de places. Jamais dans une législature, il y a eu autant de places qui ont été créées, aussi bien à la région bruxelloise qu'en Wallonie. On parle de plus de 50 000 places. Il y a une enveloppe de 20 millions qui permet, ne serait-ce qu'en région bruxelloise, chaque année d'avoir plus de 2000 places. Je vous demanderai d'être plus bref, parce que vous êtes un tout petit peu en avance donc, sur le temps de parole, donc je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Je pense, par rapport au décret, oui, bien sûr, pour la prochaine législature, nous espérons tout aussi qu'il y ait une modification, une adaptation, mais lorsque l'on arrivera d'abord à avoir toute l'offre de places nécessaire et ensuite on pourra adapter. Sinon, avant, c'est juste de la spéculation. Alors Jean-Pierre Kerkhoff, vous parlez aussi de centralisation des inscriptions par zone géographique dans votre programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un décret inscription qui ne dit pas son nom ou des critères changés? Expliquez-nous. Alors je vais être effectivement beaucoup plus clair. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que c'est risible de dire que à cause du décret inscription actuel ou d'un autre, tous les parents n'ont pas le libre choix. C'est clair que si vous avez une école qui est plus demandée que le nombre de places qu'elle peut offrir, nécessairement, il faudra bien un critère. Donc ça, et je rappelle quand même, parce que le programme du MR dit bien explicitement que, en cas justement au cas où il faudrait départager, c'est bien le directeur qui doit décider qui il prend et qui il ne prend pas, donc c'est le retour du fait du prince. Il y a trois types de priorités si vous avez bien lu notre programme, mais effectivement... Vous dites que c'est le directeur qui doit trancher, donc ça c'est le retour du fait du prince. Selon des critères qui sont établis à l'avance et non pas le fait du prince. Vous caricaturez tout simplement parce que vous êtes forcément dirigiste en étant communiste, mais bon, ça c'est votre choix. Hein, donc. Bon, alors déjà, si vous avez bien lu notre programme, en fait notre programme reprend ce qui se passe, que ce soit dans l'enseignement ou dans d'autres, comme dans plein d'autres pays, à moins que vous soyez trumpien et pensez que la moitié de l'Europe occidentale est communiste, je pense que ça c'est un peu bizarre, mais bon, soit. Alors revenons au thème qui nous occupe ici. Oui, qu'est-ce que vous entendez par centralisation, alors, par zone géographique? Nous pensons qu'il y a effectivement énormément d'insécurité chez beaucoup de parents qui ne sont pas du tout certains de trouver une place. Il y a beaucoup d'angoisse chez beaucoup de parents qui ne sont pas certains de trouver une place tout court déjà, et de trouver une place dans une école pas trop loin de leur domicile et dans une école satisfaisante. Et donc nous pensons qu'il faut mettre fin à cette insécurité par ce qu'on appelle, et ça c'est effectivement radicalement différent de ce qui existe maintenant, le principe de la place garantie. C'est-à-dire que nous pensons que les autorités, et pas seulement d'ailleurs au niveau de la première secondaire, mais dès le maternel, idéalement dès la première primaire, là où les inégalités commencent à se creuser, il faut proposer, je dis bien proposer et pas imposer, une école aux parents dont les enfants sont en âge évidemment de scolarité obligatoire. Et cette proposition doit se faire à la fois sur une base géographique, parce qu'il faut quand même en tenir compte, mais avec la volonté de favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire en proposant dans chaque école des jeunes issus des milieux populaires, des jeunes issus des classes moyennes et des classes plus favorisées. Mais bien sûr, il faut garder la possibilité pour les parents de dire non, nous refusons, et simplement sans démarche particulière, simplement annoncer, nous refusons la proposition qui nous est faite et nous allons nous mettre alors à la recherche d'une autre école en toute liberté. Mais au moins, ça aurait comme mérite, nous pensons, de sécuriser la grande majorité des parents, et nous pensons que dans les milieux populaires, beaucoup de parents accepteraient la proposition qui leur est faite, et même sans doute, après un tout petit peu de recul dans les
dans les classes moyennes, parce que là aussi, il y a une certaine angoisse. Si les parents sont sûrs que leur enfant ne va pas se retrouver dans une école ghetto, nous pensons qu'ils pourraient accepter assez facilement. Donc c'est imposer la mixité sociale, si je vous comprends bien. Non, c'est favoriser par une politique volontariste la mixité sociale, mais les parents auraient le droit de refuser. Mais on pense qu'à partir du moment où une majorité de parents accepterait la proposition, certainement dans les milieux populaires, d'office, il y aurait beaucoup plus de mixité sociale, il n'y aurait donc plus de ghetto de riches ni de ghetto de pauvres, et ce serait donc... C'est ça que craignent la grande majorité des parents. Les parents des classes moyennes, pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à choisir leur école? C'est parce qu'ils ont peur, légitimement, que leur enfant se retrouve dans un ghetto. Je vous sens un peu perplexe, Delphine Chabert, par rapport à cette proposition. Oui, non, moi je pense que vraiment il faut revoir ce décret. Surtout, ça a été dit par rapport à la lisibilité. Il y a une grande angoisse qui est créée parce qu'on ne comprend pas bien et qu'on s'inquiète. Maintenant, je pense que c'est vraiment important de laisser la possibilité de choix aux parents et que donc il faut revoir ces critères et qu'il faut travailler à des simulations d'impact. Il y a eu une évaluation qui a été faite et qui a été discutée au Parlement sur ce décret qui n'a pas abouti. Qu'est-ce qui va nous faire dire aujourd'hui que ce qui n'a pas été possible pendant toute une législature le sera dans les mois et dans les années qui viennent? Déjà, s'il y a toutes les places. Mais donc, on va déjà créer le nombre de places suffisantes, travailler sur l'attractivité de toutes les écoles. Et puis après, de toute manière, comme il a été dit, on aura besoin de critères puisqu'il y aura toujours, dans quelques situations minoritaires, plus de parents qui vont s'inscrire dans une école ou avec un nombre insuffisant de places. Et donc, il va falloir bien organiser ça. Et donc, on doit retravailler sur des nouveaux critères dont on simulera les impacts et qui vont être travaillés avec le plus d'acteurs possible, avec les familles, avec les enseignants, avec les directions d'école, avec les pouvoirs d'organisateurs. Alors, sur l'opposition qui n'aurait pas aidé à la mise en place de nouveaux critères, Barbara Tract? Je suis un peu interloquée en réalité parce qu'on ne nous l'a jamais proposé. Au contraire, nous, à plusieurs reprises, nous avons dit que nous étions prêts à travailler à différents critères, mais qu'on voulait avoir l'opportunité de simuler. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas tester grandeur nature une modification du décret. Il faut pouvoir le simuler théoriquement. Donc ça risque encore de prendre des années pour trouver ces nouveaux critères. Ces instruments de simulation, ils sont au sein du gouvernement. Donc nous, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on a plein de propositions. Il y a plein de propositions qu'on est prêt à tester ou à simuler. On n'a juste pas eu accès à cet outil pendant toute la durée de la législature. Donc j'entends que ce sera possible demain. On verra. Alors, oui, très rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, tout comme Véronique Lefranc, 1 minute 30 à peu près. À propos de simulation, je voulais justement dire que le GIRCEF, donc un centre d'études de l'UCL, a testé notre proposition et a montré qu'il était possible que dans la situation actuelle, les élèves de primaire soient en moyenne plus proches de leur domicile qu'actuellement et dans des écoles beaucoup plus socialement mixtes. Donc c'est techniquement tout à fait possible. Alors on continue à parler enseignement et on parle du redoublement. Maintenant, la communauté française, on l'a déjà dit, affiche un taux record de redoublement. Comment faire en sorte que ce ne soit plus le cas? On en débat dans quelques secondes, mais juste après ces avis de citoyens, on leur a demandé comment justement améliorer la qualité de l'enseignement. Le nombre d'élèves en classe, vraiment avoir des effectifs plus réduits et avoir plus d'enseignants. Généralement, comme ça, l'enseignant a plus de temps pour les enfants. Il y a un travail qui est un peu plus spécifique et qui est de meilleure qualité. On sait qu'il y a des enfants qui ont plus du mal à apprendre et tout ça. Et je pense que la Belgique doit peut-être s'adapter, essayer d'ouvrir un peu plus ses portes pour essayer d'aider ces enfants-là. Et peut-être aussi financièrement, je crois qu'un enseignant ne gagne pas super bien sa vie. C'est peut-être pas toujours très... Le fait aussi qu'ils doivent se battre pour leur place parfois, ça ne doit pas être très confortable non plus. Peut-être essayer d'intégrer un peu plus les minorités dans les activités extrascolaires. Alors Gaëtan Van Goissenhoven, vous êtes en retard sur le temps de parole, donc c'est donc à vous que je permets de répondre en premier. Alors beaucoup de propositions, alors revaloriser le statut des profs, moins d'élèves dans les classes, plus d'insertion de différentes populations. Vous reprenez quoi à votre compte? Tout d'abord, nous, comme je l'ai déjà dit, nous voulons renforcer les apprentissages de base. C'est naturellement pour nous le début de toute chose si on veut réduire l'échec scolaire qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, touche 46% des élèves de 15 ans, ce qui est hallucinant, alors que la moyenne de l'OCDE est de 20% et qu'en Flandre, on tourne autour à peu près de la moitié de chiffres. Donc on voit qu'il y a là vraiment une cause à traiter, c'est fondamental. Au-delà de ça, il faut faire de la remédiation le plus rapidement possible, une remédiation individualisée des élèves. Ouais, c'est ce que prévoit le tronc commun, mais visiblement vous n'en voulez pas. Mais je ne dis pas que tout ce qui est dans le tronc commun est acheté, c'est pas la question.
question, c'est qu'effectivement, le tronc commun a un certain nombre d'aspects qui nous paraissent effectivement contre-productifs et mauvais, entre autres, en termes de décrochage scolaire, mais on ne va pas y revenir. Mais pour le reste, nous voulons une remédiation personnalisée des élèves et qui puisse débuter, si possible, dès la maternelle, parce qu'il faut pouvoir identifier les causes qui vont amener un certain nombre d'élèves moins bien, comment pourrais-je dire, moins bien suivis par leurs parents ou dans des situations personnelles particulières à accumuler très rapidement un certain nombre de retards, entre autres, évidemment, comme l'a dit ma collègue de gauche, en termes de maîtrise de la langue maternelle, etc. Donc, pour nous, ce sont là des choses dans lesquelles il faut pouvoir investir. Il y a évidemment toutes sortes d'outils comme le tutorat, comme la mise en place de soutien scolaire individualisé. Bref, je crois que nous devons, dans les années qui viennent, pouvoir enfoncer le clou parce que les chiffres que se paye la communauté française en termes de redoublement sont tout simplement inacceptables. Alors l'apprentissage de la langue, vous en avez déjà parlé, Joël Maison, vous avez parlé aussi de l'intérêt du tronc commun. Je voudrais vous faire réagir à quelque chose que j'ai lu dans votre programme. Vous parlez de modifier la posture de l'enseignant et des élèves au sein de la classe en privilégiant les interactions. Vous pensez que ça peut permettre de limiter le redoublement ? Je pense que de manière plus générale, il faut changer la culture scolaire. Il faut cesser d'opposer aujourd'hui école de bienveillance et école d'excellence. Or aujourd'hui, dans un certain nombre d'esprits, pas tous, de parents, de professeurs, eh bien, il y a encore ce clivage. L'école de la bienveillance et l'école bisounours, on est gentil avec tout le monde, où personne ne redouble. Et l'école d'excellence, c'est l'école qui fait peur, où c'est l'évaluation-sanction. Je crois que cette école de la bienveillance, d'abord, un enfant qui ne se sent pas en sécurité, qui ne se sent pas bien, il faut savoir quand même et rappeler qu'il y a un enfant sur 3 qui est harcelé pendant son parcours scolaire, donc c'est énorme. Un enfant qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien à l'école, il n'arrive pas à apprendre. Il y a des phénomènes chimiques qui font en sorte que les apprentissages sont bloqués. Je crois qu'on peut décliner la bienveillance, effectivement, de façon pédagogique, notamment par l'évaluation, en pratiquant une évaluation régulière, soutenue, mais de manière formative, et pas une évaluation sanction. En pratiquant aussi la remédiation entre pairs. Il y a une étude qui a été menée en Allemagne sur 2 ans. 2 groupes d'élèves qui ont été étudiés parallèlement. Un groupe où les enfants étaient incités à aider leurs camarades dans des matières où ils étaient moins forts, et un groupe où chacun s'occupait de ses propres apprentissages. Eh bien, dans le groupe où les élèves ont aidé leurs camarades, eh bien, ces élèves-là, ceux-là même qui ont été aidés, ont eu de meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'ont pas aidé leurs camarades. Alors ça dit beaucoup de choses, je trouve, sur notre système scolaire et sur la manière dont on devrait absolument outiller les profs et former les profs, parce qu'il ne faut pas les laisser comme ça avec des dictates, mais il faut les aider à faire cela pour changer la culture scolaire. Alors Barbara Trac, j'ai bien lu votre programme, le programme général en tout cas. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de point spécifique consacré à la question du redoublement. Comment y faites-vous face ? Eh bien, pour les écologistes, c'est assez simple. Si on veut vraiment redonner du plaisir d'apprendre à tous les enfants, si on veut lutter contre les inégalités et contre l'échec scolaire, il faut miser sur les premières années. Toutes les études le démontrent, en Belgique, la Fondation Roi-Baudouin ou les études à l'étranger. C'est là que tout se joue. Dans les premières années, les élèves qui ont été en maternelle, ils réussissent mieux dans la vie et ils réussissent mieux à l'école ensuite. Et donc pour nous, c'est clair, c'est vraiment dans les premières années, vous pourrez certainement le trouver dans notre programme, c'est dans les premières années qu'il faut investir. Il faut un encadrement qui soit plus renforcé par rapport aux élèves. À la crèche, un puériculteur ou une puéricultrice peut s'occuper au maximum de 7 enfants. Figurez-vous qu'en classe d'accueil, à 2 ans et demi, il n'y a pas de limite. Donc il est fréquent, y compris ici à Bruxelles, que des enfants de 2 ans et demi se retrouvent dans des classes de 30 enfants. Ça, c'est un démarrage à l'école qui est inacceptable et à partir duquel il me semble qu'il est difficile de construire quelque chose de positif. Donc un encadrement plus rapproché, la présence de puériculteurs, puéricultrices, des psychomotriciens, des psychomotriciennes et des chouettes projets dans toutes les écoles maternelles, c'est ça, selon nous, la clé pour lutter durablement contre l'échec scolaire. Alors Delphine Chabert, dans votre programme, on lit créer un véritable service public de lutte contre l'échec scolaire avec une mission de coordination et d'accompagnement des acteurs. On se dit, on va encore créer un machin, est-ce que ça va vraiment être utile ? Non, mais le machin, c'est tout simplement l'application du tronc commun tel qu'on a commencé à en parler, en commençant très très tôt, comme ça a été dit, dès les maternelles, et je dirais même avant les maternelles. On doit absolument
absolument réinvestir dans l'accueil de la petite enfance, parce que les enfants qui ont eu un accueil, qui sont passés par un accueil collectif, donc une crèche de qualité, auront plus de chances dans leur entrée en maternelle, et notamment de cette question de la transition et dans le primaire, etc. Et donc on a quand même engagé plus de 1500 professionnels dans les premières années de maternelle, notamment pour renforcer les classes d'accueil, pour que justement très tôt ne se renforcent pas service public les de inégalités. lutte contre l'échec, ça va prendre Mais quelle ce forme service pour qu'on public, ça comprenne va être tout simplement la possibilité de opérationnaliser ce suivi individualisé des élèves et la remédiation individualisée dans les élèves pour chaque classe. Et donc, on permettra aussi d'avoir 1 heure dirigée gratuite pour chaque élève et un renforcement de l'encadrement qui va faire en sorte qu'on puisse arriver quand même à des classes de 15 élèves, ce qui permettra d'avoir le goût d'apprendre, en effet, et de lutter contre ce redoublement. On peut regarder les programmes politiques d'il y a 20 ans de la plupart des partis. La réduction du nombre d'élèves par classe, c'est toujours quelque chose qu'on retrouve et on n'arrive pas à le mettre en application dans les faits. Oui, mais donc là, c'est vraiment un projet, c'est une intention. On a commencé avec ce décret sur le tronc commun. Le fait d'avoir cet apprentissage polytechnique et avec différentes disciplines va permettre de faire un suivi et d'accompagner différemment les enfants en fonction de ce qu'ils apprennent. Et ça devrait, avec ce suivi individualisé, évidemment, faire diminuer le redoublement de moitié d'ici 2030. En tout cas, c'est ça l'objectif. Ouais. La taille des classes, c'est vraiment ce qu'on retrouve en première place dans votre programme. Est-ce qu'on y croit encore dans les écoles à la réalisation de cette mesure-là? Je dis qu'on la trouve dans tous les programmes depuis des décennies, quoi. Effectivement, ça se retrouve, c'est quelque chose qui est très présent, c'est même la revendication centrale de notre programme. Je vais répondre à votre question, mais avant ça, pour quand même justifier, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fétichiste, c'est simplement parce que notamment une étude très importante qui a été menée aux États-Unis, qui s'appelle STAR, a montré que la réduction de la taille des classes, particulièrement dans les premières années, là je suis d'accord avec ma collègue écolo. Mais est-ce qu'il y a les locaux, est-ce qu'il y a les profs dans une profession qui est parfois en pénurie? C'est ça, toutes ces questions. Mais la pénurie, j'imagine qu'on va en parler après. Il y a des mesures à prendre effectivement pour lutter contre la pénurie. Les locaux, mais il faut évidemment les créer. Il y a effectivement des choses qui ont été faites. Il faut continuer à faire ça. Mais ça nous semble fondamental. Donc notre revendication à nous, c'est pas plus de 15 élèves par classe en maternelle et dans les 2 premières années du primaire et 20 élèves par classe ensuite, parce que ce sont surtout les enfants de milieux populaires qui en profitent, même si tous les enfants en profitent. Mais donc c'est aussi un outil pour lutter contre les inégalités. Pourquoi on y croit ou on n'y croit pas? Si on n'y croit pas, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et là, nous, on répond par cela, avec notre taxe, ce qu'on appelait taxe des millionnaires, donc notre impôt sur la fortune, qui rapporterait, selon les estimations prudentes, 8 milliards d'euros. Ouais, dont certains disent qu'elle sera très compliquée à mettre en place, mais c'est un autre débat. On peut toujours dire ça, oui, d'accord. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est tout à fait réalisable. Et on a un plan qui permet du coup de réaliser les différents aspects de notre programme sur ça, y compris et surtout la réduction de la taille des classes, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est coûteux, évidemment. Il y a aussi la question de la remédiation immédiate qui est importante, c'est vrai. Alors, vous étiez en avance un petit peu sur le temps de parole, Véronique Lefranc, donc je vais demander d'être bref. Vous dites, on ne va pas supprimer le redoublement, mais on va se donner comme objectif de le réduire de moitié l'échec scolaire, comme le PS d'ailleurs dans son programme. Très concrètement, on fait comment pour que les gens comprennent que ce n'est pas uniquement une promesse que vous faites? Il y a un objectif effectivement de réduction de 50%. On peut y arriver d'abord, comme on l'a dit et que certains ont répété ici, c'est la nécessité d'avoir une remédiation, et une remédiation qui est inclue déjà dans la grille horaire, c'est-à-dire que très très tôt, dès le début, dès des premiers mois, des premières semaines, on peut déceler qu'un enfant a des difficultés et pouvoir l'accompagner. Parce que si c'est pour faire le constat en fin d'année, c'est déjà trop tard. Ça, c'est la première des choses. Rapidement, s'il vous plaît, parce que vous avez 1 minute d'avance sur le temps de parole. La deuxième, alors peut-être juste dans les différentes propositions qui sont faites, il y a aussi le contrat d'objectif, c'est-à-dire remotiver lorsqu'on s'aperçoit qu'un enfant décroche, lorsqu'on s'aperçoit justement il y a un contrat d'objectif qui peut être proposé, c'est-à-dire lorsqu'on s'aperçoit que quelqu'un est en décrochage scolaire ou par exemple à plus de 20 demi-jours d'absence, c'est de venir à la fin avec un contrat d'objectif
d'objectifs qui lui permettra d'être suivi. S'il ne répond pas à ce contrat d'objectifs, il y a des conséquences par rapport à ça. Donc c'est un suivi et une remédiation qui permettra, je l'espère, de répondre à la question du redoublement. Alors, Barbara Tract, on va parler maintenant de la pénurie d'enseignants. C'est un grave problème. Il y a des élèves qui, pendant des semaines, n'ont pas eu cours et donc il y a des retards qui s'accumulent. Vous parlez de mesures urgentes à prendre pour faire face à cette pénurie d'enseignants. Est-ce que ça peut aller vite de mettre en place de telles politiques quand on sait qu'on doit jouer sur la motivation des profs à continuer à donner cours, à embrasser aussi ce type de profession? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux de dire qu'il faut prendre des mesures urgentes? C'est absolument nécessaire de prendre des mesures et de les prendre de manière urgente parce qu'effectivement, c'est un problème crucial dans les écoles aujourd'hui. Et ce qui est un petit peu paradoxal ou étonnant, c'est que le pacte d'excellence n'en dit absolument rien, alors que c'est un problème qui est vécu par des élèves, par des directions ou par des parents de manière quotidienne. Donc c'est vraiment un problème qu'on doit prendre à bras le corps, et je regrette qu'il ait fallu attendre la fin de la législature pour adopter des mesures. Or, il y a une série de mesures qui peuvent être prises de manière urgente pour mettre de l'huile dans les rouages, et certaines mesures ont été prises, mais il y a des mesures qu'on aurait mieux valu, il aurait fallu les adopter beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Et donc il y a certainement des mesures à prendre sur, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais la révision de ce fameux décret titres et fonctions pour mettre plus de souplesse, permettre aux enseignants d'être plus présents à l'école et donner différents cours et plus un seul comme le prévoit le décret aujourd'hui. Mais aussi et surtout, et là effectivement ce sont des mesures de long terme, on doit travailler sur le choc que vivent les jeunes enseignants au moment où ils entrent en fonction. On voit bien que les jeunes enseignants quittent la profession assez massivement, à 40% dans les 5 premières années. Et donc il y a un choc entre le statut d'étudiant, élève étudiant, et le fait de devenir soi-même enseignant. Donc tant dans la formation initiale, en prévoyant plus de stages, que dans l'entrée en fonction, en ne donnant pas les pires horaires aux jeunes enseignants, en faisant en sorte qu'ils aient une plus grande stabilité dès l'entrée en fonction. Il y a des mesures à prendre qui sont effectivement des mesures à long terme. Alors on rappelle en quelques mots ce décret titres et fonctions qui définit donc les diplômes reconnus pour enseigner et le statut des enseignants qui est jugé beaucoup trop rigide par de nombreux directeurs. Ça a comme conséquence que ça a privé de certains cours des profs qui n'avaient pas le diplôme requis. Gaëtan Van Guatsenhoven, il faut supprimer ce décret titres et fonctions? Et ce décret n'est pas la cause de la pénurie des professeurs, mais l'a aggravé. Donc forcément, oui, il faut revoir en priorité ce décret titres et fonctions, mais il ne s'agit pas de faire que cela. Ma collègue l'a dit fort justement, les enseignants qui débarquent dans des écoles sont souvent effectivement confrontés à des réalités auxquelles ils ne sont pas toujours préparés. Donc évidemment, au niveau de la formation initiale, on peut davantage travailler à des stages, etc. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans les écoles, il faut pouvoir créer les conditions d'un accueil qualitatif. Et donc, nous pensons qu'il faudrait à tout le moins mettre sur pied un service d'appui pédagogique pour les nouveaux professeurs. Il faut revaloriser évidemment cette fonction d'enseignants. Alors, il y a des mesures de court terme, de plus long terme, mais si nous n'arrivons pas à stopper cette hémorragie, tout ce dont nous avons débattu préalablement sera évidemment extrêmement compliqué à mettre en œuvre. 35% des jeunes professeurs qui, au bout de 5 ans, décrochent, c'est effectivement dramatique. On est passé en 2 ans de 900 heures de cours perdus, à 2700 fin 2018. Donc, on voit qu'on est là vraiment sur une urgence scolaire absolue. Alors, vous parlez aussi de défiscaliser, donc une petite carotte qu'on donnerait aux enseignants, défiscaliser les heures supplémentaires prestées volontairement. Tout à fait, oui. Vous pensez vraiment que ça va les intéresser quand on sait la pénibilité d'un horaire plein déjà pour un enseignant? Disons que ça, c'est une mesure d'urgence, comme le fait de permettre sur base volontaire le retour d'anciens enseignants retraités. C'est sûr que ça ne va pas solutionner structurellement, mais dans un premier temps, ça permettra peut-être, et nous le pensons, de donner un peu d'oxygène, parce qu'il y a les réformes structurelles qui doivent suivre, mais dans un premier temps, il faut arrêter l'hémorragie, sans quoi tout ce dont nous avons débattu préalablement ne pourra évidemment pas être atteint. Alors Joël Maison, est-ce qu'on peut revaloriser le salaire, s'engager? Est-ce que vous pouvez vous engager à vous dire, tiens, pour attirer les profs, on va peut-être essayer de faire une revalorisation salariale, peut-être que ça fonctionnera? À l'issue de la formation initiale, comme ce sera une formation à 4 ans, forcément, ce sera un autre barème, puisque ce sera un barème lié à 4 ans. Et vous pensez vraiment que ça va jouer, ça? Non, pas du tout. Je pense d'abord que les enseignants, ils ont envie d'être connus.
Alors la formation initiale est allongée, moi je ne la trouve pas parfaite, mais elle a l'avantage d'avoir été réformée et allongée. Simplement, je pense que la 4e année, la dernière année, elle devrait se faire en alternance dans les classes et en alternance en théorie. Ça permettrait d'endiguer ce problème de pénurie, en tout cas de ne pas l'accentuer et de donner une réelle formation pratique aux enseignants, aux candidats, aux étudiants enseignants, mais aussi de permettre, parce que c'est très bien la réduction, la taille des classes, mais on n'a pas les espaces, ça permettrait de mettre un deuxième prof de temps à autre et par priorité dans les petites classes pour justement aider ces enseignants, pour justement donner un appui dans les petites classes, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est très très important, notamment pour la maîtrise de la langue. Moi j'ai d'autres propositions aussi qu'on peut mettre en place très rapidement et on a fait au groupe des filles voter à l'unanimité. Alors, je pense que certains se sont sentis un peu mal à l'aise et se sont sentis un peu contraints de voter cette proposition de résolution. Mais nous, on veut décloisonner les réseaux. Aujourd'hui, c'est complètement absurde qu'un enseignant, un jeune enseignant, se dise si je commence dans un réseau, je suis obligé de continuer dans un réseau parce que je ne peux pas passer d'un réseau à l'autre. Quand vous avez dans les campagnes 2 écoles qui sont distantes de 5 km l'une de l'autre ou même de 500 mètres l'une de l'autre ou même de 50 mètres l'une de l'autre, eh bien les profs ne peuvent pas compléter leur horaire dans l'autre parce que c'est un autre réseau. C'est complètement archaïque et moyenâgeux. Tous les partis autour de la table se sont engagés à l'unanimité à agir pour décloisonner notre enseignement et pour rendre l'ancienneté des enseignants portable de réseau à réseau, de PO à PO, d'école à école. Eh bien ça déjà, ça pourra de façon significative, je pense, rendre la profession d'enseignant beaucoup plus attractive et rendre le métier, surtout des jeunes, beaucoup plus facile à exercer. Véronique Lefranc, décloisonner les réseaux, sujet tabou au CDH? Non, du tout, du tout. Je pense effectivement que donc vous pouvez vous avancer sur cette proposition? Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est compris dans notre programme. Donc le décloisonnement, je pense, est nécessaire, comme toutes les autres mesures qui doivent être proposées par rapport à cette situation des pénuries. Comment est-ce que l'on arrive, à un moment donné, dans notre société, un des métiers le plus noble ne trouve pas d'intérêt ou alors il y a une démotivation au bout de 5 ans. Donc il y a une réelle question que nous devons nous poser et ça, par rapport, il y a bien sûr un assouplissement qui doit être fait au niveau du décret titre et fonction. Dans la pratique, il y a eu les heures supplémentaires qui sont possibles d'avoir. Il y a dans la pratique aussi la possibilité d'ouvrir une activité d'encadrement spécifique. Donc c'est-à-dire que il y a une réflexion de fond qui est en train d'être faite, mais face à ça, moi je vois bien, je suis échevine de l'enseignement dans ma commune, je vois bien que face au lendemain, quand vous n'avez pas un prof qui se présente pour un cours et vous savez que pendant 2 semaines, il va y avoir une carence à ce sujet-là, il y a une mobilisation aussi des équipes pédagogiques et une valorisation de la fonction. Alors, même question pour vous, décloisonner les réseaux, sujet tabou au PS? Non, donc nous sommes engagés, et donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Même une résolution, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Oui, donc c'est pas un texte de loi. C'est pas un texte de loi. Non, d'accord, mais c'est déjà un engagement. Voilà. Tout à fait. C'est un engagement. À y revenir. Par contre, c'est vrai que la question est fondamentale et on doit agir sur cette question de la pénurie à différents niveaux. La première, c'est en effet l'attractivité des métiers. Alors si c'est pour pressuriser les enseignants comme des citrons en leur faisant faire des heures sup en plus, sachant qu'ils n'ont pas des horaires complets. Donc déjà, c'est assez contradictoire. Donc je ne suis pas sûre que c'est ça qui va régler le problème. Ce qu'il faut, c'est déjà agir de manière urgente sur ces profs qui sont absents et ne sont pas remplacés. Et donc là, on proposera de mettre en place des équipes mobiles. Il faut surtout accompagner ces jeunes enseignants, beaucoup plus, qui arrivent dans le métier. On a vu, le décrochage est massif et se fait très vite. Et donc aussi du tutorat et des cellules mobiles de soutien aux jeunes. Et puis évidemment, il faut revaloriser les conditions de travail des enseignants. On a parlé de la réduction de taille des classes. Je pense que la question des pensions et de la pénibilité est quelque chose d'important aussi. Et la question du salaire, des barèmes, on en a parlé notamment avec l'augmentation du niveau de formation. Oui, alors Jean-Pierre Kerkhoff, là vous avez aussi, vous parlez beaucoup d'accompagnement individuel en début de carrière par des enseignants expérimentés. Vous pensez que c'est ça, ce soutien dès l'arrivée d'un prof, que ça peut avoir un effet sur le fait qu'il continue à donner cours et qu'il ne quitte pas le métier? C'est évidemment un des éléments, c'est pas le seul. Ça a été dit beaucoup de fois ici par plusieurs intervenants. Le problème principal n'est même pas qu'il manque d'étudiants qui ont fait des études d'enseignants, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui quittent dans les premières années. Donc effectivement, il faut rendre le métier plus attractif. Pour ça, je ne vais pas commencer par cette mesure-là puisque vous l'évoquez. Effectivement, nous pensons qu'il faudrait permettre à des enseignants qui sont plutôt en fin de carrière de décrocher
partiellement, c'est-à-dire de se retrouver devant... Le tutorat, ça se trouve aussi dans d'autres programmes. D'avoir moins d'heures face à l'élève. PTB et MR peuvent se retrouver. C'est très possible, pourquoi pas, sur certaines choses. Voilà, à un moment donné, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments. Tout à fait d'accord. Ah, on a trouvé un point d'accord entre vous. Ça aussi, c'est peut-être historique. Hein. C'est peut-être historique. Quand il pleut, on peut être d'accord qu'il pleut, qu'il faut ouvrir son parapluie, effectivement. Donc, oui, absolument. Voilà. Donc, non, mais si vous permettez, à des profs expérimentés, mais qui sont déjà d'un certain âge, de décrocher... Je vais vous demander d'être rapide, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Et si vous aidez si vous le savez avec le nom de coach, vous aidez des jeunes enseignants à préparer leurs cours, à se retrouver devant des classes, etc. C'est clairement, à la fois vous améliorez l'attractivité du métier pour les jeunes et pour les plus âgés. Il y a aussi la question des pensions. Je vais devoir vous couper, mais terminer en 10 secondes. Après, par exemple, moi, je suis enseignant, je ne me vois pas travailler jusqu'à 67 ans, même si j'aime beaucoup mon métier. Donc et on revient sur ce débat sur la pénibilité, où le gouvernement fédéral n'a pas réussi à se mettre d'accord, et les partenaires sociaux non plus, le groupe des 10 sur les métiers pénibles. Voilà, et donc, on en est toujours là. Et peut-être que ça aiderait aussi, finalement, à revaloriser ce métier d'enseignant. Effectivement, voilà, la question de la pénibilité pour le métier d'enseignant est posée. Donc, voilà, il faut effectivement lui trouver une bonne réponse. Et pour rebondir sur l'expression lynchienne de ma collègue, c'est certainement pas Lost Highway. Oui. Alors, Barbara Track, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, donc vous pouvez conclure ce débat à propos d'une mesure qui permettrait de valoriser ce métier d'enseignant. Oui, mais moi je suis toujours interpellée quand on parle de pénibilité. En fait, je veux dire, c'est le métier qui est le plus important et le plus décisif sur l'avenir de notre région. Les personnes qui s'occupent de nos enfants, en fait, elles ont le levier le plus important de changement et d'évolution de notre région. Et donc, de mon point de vue, je voudrais redire que c'est un métier important, essentiel, et que je regrette que ce métier ne soit pas suffisamment valorisé. Et à nouveau, redire que pour les écologistes, la mesure essentielle, c'est de se concentrer sur les premières années. Voilà, merci en tout cas d'avoir assisté à ce débat. Demain, je vous retrouve pour un autre sujet tout aussi important, lui, puisqu'il sera question du logement. À demain donc.